Louis Bielbiarré, ça a été un peu le joueur de la tournée de novembre. C'est le seul joueur du circuit international qui prend des amendes pour excès de vitesse. C'est l'un des records en matière d'excès de vitesse. Il fait flasher à 201 km/h au lieu de 90. Autant vous dire qu'avec le numéro 15 dans le dos, avec l'UBB, il a fait une prestation XXL contre Leicester ce week-end. Au retour des vestiaires, au calme, ils ont inscrit 3 essais en 5 minutes. Ils étaient menés 21-14. Et Pierre passe devant 35-21. Avec un essai qui est un copier-coller de celui qu'il a mis contre les Blacks au Stade de France. Tu vois celui dont je parle, là où t'as Ramos qui récupère la balle sur un ballon de contre-attaque, puff, il tape devant, et là, t'as Buzz l'éclair qui fonce. Et bah là, c'est exactement pareil. Penaud récupère la balle, il tape devant, et ça passe. C'est intéressant de voir ce que Michael Cheika, l'entraîneur de Leicester, en dit. Michael Cheika, c'est un grand entraîneur australien qui est quand même passé par beaucoup d'équipes internationales et qui du coup connaît très bien le niveau. Quand vous avez sa vitesse de pied, c'est impossible de l'arrêter. Son capitaine, Maxime Lucu, il dit quand même: aller à 37 km/h, c'est pas donné à tout le monde. À l'entraînement, on est souvent en train de regarder son numéro. Quand tu as des joueurs comme lui qui vont si vite, mettre des ballons dans la profondeur à la course, normalement c'est du 50-50. Mais avec lui, c'est souvent du 80-20. On sait qu'il va gagner à la vitesse parce qu'il n'a pas d'égal. C'est des situations qu'on lit. Vous l'avez compris, Louis Bielbiarré, 21 ans, 11 essais en 11 matchs cette saison, a réussi son entrée avec ses partenaires en Champions Cup avec l'UBB. Mathieu Jalibert et ses partenaires se sont imposés à domicile pour lancer leur saison. D'ailleurs, concernant la vidéo sur Mathieu Jalibert que je veux faire, j'aimerais bien l'aborder sous un cas vraiment management, etc. S'il y a des entraîneurs professionnels ou même amateurs qui ont des idées sur la gestion du cas Jalibert, entre guillemets, comme exemple de management, ou même des professionnels du management, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi pour me donner des idées, des conseils et me partager votre point de vue. Le but, c'est qu'on puisse avancer tous ensemble et que je partage des choses qui vont me sembler le plus cohérent possible et d'ouvrir le débat. Dans cette vidéo, on va bien sûr revenir sur cette première journée de Champions Cup, mais également sur le refus de l'équipe de France d'aller jouer aux États-Unis contre les All Blacks. Avant de continuer, j'aimerais bien vous remercier pour l'accueil de la dernière vidéo que j'ai faite sur le film de l'équipe de France, sur le début du mandat Galtier. J'ai eu des retours vraiment ultra positifs. Ça fait plaisir pour une vidéo qui est si longue, qui demande beaucoup de recherche. J'ai pris mon pied en fait à la monter cette vidéo, à avoir tout ce travail de recherche sur comment ça s'est passé, recontextualiser les choses, etc. Quart de finale de la Coupe du Monde au Japon. La France affronte le Pays de Galles. Les Bleus sont survoltés, bien décidés à en découdre. Dès la 5e minute. Je vous préviens quand même que dans les prochains jours, il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir, et notamment des vidéos que j'ai créées il y a un certain temps, que je gardais en stock en me disant ouais, il va falloir que je les publie, et puis je les publiais jamais. Tout simplement parce que au bout d'un moment, les techniques de montage, la façon dont je filme par exemple avec ces deux caméras a évolué. Et donc du coup, ça va vous faire vraiment bizarre quand vous allez revoir ces images. Donc il ne faut pas que je tarde pour les publier. Donc là, je vais envoyer du sale jusqu'à Noël. En gros, je vais liquider tout ce que j'ai en stock. Et notamment, j'en ai une sur l'alcool dans le rugby qui va sortir normalement jeudi et qui franchement est comme ça. Allez, on commence. Et on va commencer par l'équipe de France qui refuse d'aller jouer aux États-Unis contre les All Blacks. Je te remets dans le contexte. On a 3 matchs contre les All Blacks cet été à l'extérieur, en tournée. On a une vingtaine de joueurs qui sont protégés par la convention de la FFR, c'est ces joueurs premium. Et donc ça veut dire que, évidemment, avec la rugosité du top 14, tu essayes d'épargner tes meilleurs joueurs parce que sinon ils joueraient tous les week-ends. Et donc on a ces joueurs, les Dupont et compagnie, qui n'auront pas à faire les 3 test matchs en Nouvelle-Zélande. Ce qui est dramatique à mes yeux pour plusieurs raisons. La première, c'est que si tu réfléchis bien, on a des joueurs qui sont habitués à jouer à domicile, mais pas à l'extérieur. Puisque les joueurs premium comme les Ntamak, Dupont, etc., ils jouent les 3 matchs d'Automne Cup à chaque fois à domicile et ensuite ils jouent le tournoi destination où la moitié des matchs se font à domicile et l'autre moitié ne se font pas trop loin, ça se fait en Europe. Donc par exemple, un joueur comme Antoine Dupont, a priori, ne va peut-être jamais jouer de sa carrière en Nouvelle-Zélande ou en Afrique du Sud. Alors ça c'est triste, c'est sûr, et je pense que notamment sur la préparation de grandes échéances, aller jouer dans des contextes hostiles sur un autre continent avec une autre culture totalement en dehors de l'Europe, des équipes que tu connais déjà, ça peut être vraiment très intéressant pour se préparer. Bref, ça c'est une chose. De leur côté, les Blacks, eux, ils tirent la gueule et c'est normal parce que pour remplir les stades quand tu joues face à une équipe de France, entre guillemets, développement privé de ses meilleurs joueurs, de ses stars que tu as envie de voir, eh bah c'est un petit peu plus compliqué. Et donc pour essayer de rattraper le schmilblick, ils ont voulu organiser un match aux États-Unis de la tournée. Si tu suis un petit peu le sport aux États-Unis et notamment même que ça soit le sport universitaire ou professionnel, le sport universitaire, tu prends le football américain à l'université, les mecs ils sont capables de te remplir des stades à 100 000 places en semaine ou le week-end. Donc sur le même en NFL, c'est encore pire. Ça veut dire que si tu organises un match des All Blacks contre la France, les terribles et les fameux All Blacks et le French Flair,
Aux États-Unis, tu vas faire 100 000 places, c'est sûr. Donc tu sauves la tournée puisque tu apportes de la visibilité, même si le match est un petit peu sans enjeu, tu apportes de la visibilité et puis ça fait du bien au portefeuille aussi, on va pas se leurrer. Sauf que pour le faire, il fallait l'accord de l'équipe de France. Le staff s'est réuni, a réfléchi et a jugé qu'il n'était pas opportun d'aller jouer en fait aux États-Unis puisque sinon ça leur faisait 2 fois des décalages horaires en très peu de temps. Un premier décalage pour aller aux États-Unis puis un deuxième pour aller en Nouvelle-Zélande. Et évidemment, la fatigue peut augmenter le risque de blessure. À vrai dire, ils auraient très bien pu prendre un premier groupe d'une vingtaine de joueurs qui va disputer ce match aux États-Unis et un second groupe qui dispute le second test en Nouvelle-Zélande et ensuite, le temps que tout le monde se réadapte et se recale sur le même fuseau horaire et du coup un groupe mixte pour jouer le dernier test. C'était une possibilité. Et je suis sûr que ça, ils l'ont envisagé. Il n'y a pas d'autres possibilités. C'est sûr qu'ils y ont pensé. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait? Tu joues face aux Blacks aux États-Unis devant 100 000 personnes, plus toutes les personnes qui vont regarder, avec une équipe qui n'est pas compétitive. Les Blacks, eux, tu sais qu'ils vont pas faire dans la dentelle. C'est possible. Et j'ai même envie de te dire, très envisageable que tu prennes 50, 60, 70 points si t'es pas prêt. Pour l'image de l'équipe de France à l'international et même au classement World Rugby, c'est pas la meilleure chose pour l'équipe de France. Et donc là, tu dis, moi je vous emmerde tous, on va pas aller jouer aux États-Unis parce que j'ai pas ma meilleure équipe. Je suis persuadé que si tu avais Dupont, Ntamak, Movaka, bref, Aldrit, si tu avais la panoplie des joueurs premium, je suis persuadé que ce match aux États-Unis, tu irais le jouer. Parce que ça te donnerait de la visibilité, parce que jouer devant 100 000 personnes, c'est quand même une expérience, ça n'arrive pas souvent aux joueurs. Par exemple, l'Irlande, eux, ils vont aller jouer sur la tournée d'automne en 2025 un match aux États-Unis contre les Blacks. Et ouais, parce que pour le show et le développement du rugby et l'image du pays, c'est juste énorme. En fait, la visibilité que tu apportes à ton sport et à ton équipe nationale en jouant aux États-Unis, mais c'est énorme. Et tu es obligé, si tu veux transformer le rugby encore plus en show qu'il ne l'est actuellement, parce qu'on va pas se leurrer, ça reste un show le rugby. On l'a vu avec le haka au Stade de France, c'est devenu un vrai show, et tant mieux, c'est pour notre plus grand plaisir à nous les fans. Mais tu es obligé d'avoir les États-Unis avec toi. Bref, on ne jouera pas aux États-Unis, refermons la parenthèse et rebasculons sur la Champions Cup. Et au fait, pense à t'abonner là, parce que ça doit faire 10 minutes que tu regardes la vidéo, ça se trouve, tu n'es toujours pas abonné. C'est le meilleur moyen pour moi de développer la chaîne. Toulouse a démonté l'Ulster. Et quand je dis démonté, ils les ont vraiment démontés. Ils ont mis 9 essais pour s'imposer 61-21. Évidemment, la bande à Dupont, ils l'ont fait sous la pluie. Parce que sinon, ça aurait pas été marrant de mettre autant de points s'il pleuvait pas. Premier essai en 1 minute 30. En 14 minutes, il y a 19-7 et tu sais que le match, il est plié. L'Ulster ne peut rien faire et en fait, c'est presque dérangeant de regarder le match. Alors l'Ulster, ils sont 16e en URC, ils vont jouer à Toulouse. Et ben en fait, ils envoient les jeunes, ils vont pas s'emmerder. Tu vas jouer contre le champion de France, champion d'Europe à l'extérieur, bah tu fais l'impasse. Et tu as l'impression que Toulouse, ils ont les meilleurs joueurs d'Europe ou les meilleurs joueurs du monde à tous les postes, quel que soit le match et quels que soient les joueurs sur le terrain. Dupont, Capuzzo, Movaka, Willis en 3e ligne, on en parle, il est inhumain. Alors j'ai commencé à faire un focus sur Willis pour voir et essayer de comprendre ses déplacements et comment il se retrouve toujours au bon endroit au bon moment. Je me suis jamais réellement intéressé à la position des 3e lignes dans le jeu courant et aux petits tips qui fait qu'ils vont être efficaces ou non sur le grattage ou même des talons comme Marchand qui est ultra efficace, etc. Donc là, je fais un petit focus sur lui. J'espère que comme beaucoup de focus que je fais sur différents sujets, je vais avoir le temps de le traiter et d'avoir assez d'informations pour vous les partager. Mais j'ai quand même une question à vous poser. Steve Borswick, l'entraîneur, le sélectionneur de l'Angleterre, est-ce qu'il a une dent contre Willis? Quelqu'un peut me le dire? Parce que je comprends pas comment c'est possible qu'il soit pas sélectionné avec l'équipe d'Angleterre. Quand tu le regardes jouer en top 14, il est juste énorme avec Toulouse sur tous les matchs. Tu as l'impression qu'il joue contre des cadets en face de lui. Et quand il joue en Champions Cup, tu as l'impression qu'il joue contre des juniors. Mais par contre, il n'est pas appelé par l'équipe d'Angleterre. Tant mieux pour nous, hein. Mais est-ce que quelqu'un a des infos? Est-ce qu'ils se sont brouillés? Est-ce qu'il y a un souci? Parce qu'il a fait quelques petites piges sur une tournée d'été et une tournée d'automne, mais basta. Après, ils ont Meafou aussi en seconde ligne qui, je trouve, a franchi un cap énorme. Si on prend juste cet essai, regarde bien cet essai, il a cette capacité à se baisser, à placer sa tête sous ses deux adversaires, au niveau du genou de leur adversaire, c'est quand même quelque chose. À résister pour ne pas passer au sol alors que tu as un joueur qui est en train de l'attraper et l'autre joueur qui est en train d'essayer de le bloquer. Il réussit à ne pas tomber, à remonter légèrement au contact et à étendre son bras pour marquer. Quand tu regardes l'action, tu te demandes comment tu fais pour arrêter un animal comme ça à 5 mètres de la ligne d'en but. Et c'est ce que Dupont il dit. Dans les 5 derniers mètres, il est quasiment impossible à arrêter. Et quand il est freiné, il parvient toujours à faire vivre le ballon. Et si tu prends Hugo Mola, pour lui, il a énormément progressé. Aujourd'hui, je l'ai trouvé performant et sobre, comme avec les Bleus. Le niveau international lui a appris à se concentrer sur ses points forts, à ne pas s'exposer à des endroits où il n'a pas besoin d'être. En fait, il est plus pertinent et plus précis dans ce qu'il fait. Et c'est ce que Meafou il dit en fait aussi. Avant, je voulais tout faire, toucher le ballon, plaquer tout le monde, gratter.
Maintenant, avec l'âge, j'ai appris à prendre le temps de mieux lire le jeu. Bref, pour notre plus grand plaisir, on a un Meafou qui est en train de franchir un cap et bam, le tournoi ça va faire mal. Bon, côté Ulster, ils ont fait l'impasse parce qu'ils jouaient contre la moitié de l'équipe de France de rugby contre Toulouse. Mais la semaine prochaine, ils vont faire quoi? Ils vont recevoir l'UBB avec l'autre moitié des 3/4 de l'équipe de France. Ceci étant dit, les deux finalistes de top 14 ont pris 5 points sur leur premier match et ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, après, le format de cette Coupe d'Europe, il change tous les ans et on va pas se leurrer, il ne rime à rien. T'as beau gagner la Coupe d'Europe, tu vas te retrouver dans une poule compliquée. Autant te dire que les Toulousains, ils ont tous gueulé en conférence de presse. Et en fait, ils ont raison. Côté absurdité, tu t'imagines quand même que l'ASM et La Rochelle, dans leur poule, ils ont le premier de l'URC avec le Leinster, mais également le premier de première chip avec Bath et le second de première chip avec Bristol. Autant te dire que tu as plutôt intérêt à être outillé pour jouer. Et ça, c'est mon petit kiff du week-end. Tu vois La Rochelle qui va s'imposer à Bath, mais bien comme il faut. Dans un match dégueulasse, ok, mais ils gagnent 24-20, c'est 4 points qui sont plus à prendre. Si tu prends les stats du match, c'est juste une purge pour le rugby. Je pense que tu découvres le rugby sur un match comme ça, tu te dis c'est quoi ce sport? La Rochelle a fait 44 passes pendant le match, 44. Quand Bath en a fait 70. Ils mettent 36 coups de pied quand Bath en met 38. Ça fait un ratio de 1 pour 1,2. Toutes les 1,2 passes, il y a un coup de pied. 17 mêlées, 33 touches pendant le match. Après, il faut savoir aller les gagner, les matchs comme ça. Quand tu joues sous la flotte dans des conditions catastrophiques, ben ouais, en fait, il faut les gagner, les matchs. Ce qui reste à la fin, c'est les 4 points ou les 0. Et pour La Rochelle, je pense que ça leur fait énormément de bien cette victoire parce qu'il ne faut pas l'oublier, ils sont double champions d'Europe. Mais quand ils gagnent ces 2 titres de champion d'Europe, en fait, ils matraquent tout le monde devant. Leurs 8 de devant, ils te prennent et ils te mâchent, ils te défoncent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la finale contre le Leinster, tu as une séquence de 10 minutes à 10 mètres de l'embut du Leinster, là où ils marquent leur essai qui leur amène leur titre de champion d'Europe. C'est juste impressionnant de voir ça. Et donc j'espère que ce match va leur remettre la tête à l'endroit et dans cet état d'esprit qu'ils avaient en Champions Cup. Et après, c'est une équipe pour moi, même si elle n'est plus en forme, enfin elle est plus en forme, entre guillemets, elle n'est pas performante dans le top 14 à gagner des titres. Quand tu as une affinité avec une compétition et que tu as des joueurs qui sont habitués à ce format et qui sont déjà double champions d'Europe, bah ouais, en fait, ils sont là et ils vont répondre présent. Et ça me fait plaisir. Alors les autres Français de cette poule, c'est l'ASM et l'ASM qui gagne à 28-0 contre un Trévise, mais dans un match qui n'était pas beau à voir. Dégueulasse, on peut le dire. Mais ils prennent 5 points. Et je suis content parce que ce match, moi, je ne l'ai pas trouvé très beau, mais j'ai été confirmé par Christophe Furios. C'est pas un bon match, alors... Voilà. C'est pas un bon match. Je pense qu'on n'a pas eu peur de Trévise. Et ce sport est impitoyable. Quand tu mets pas les choses dans l'ordre, ça marche pas. Et ça marche pas, tu te fais chier. Après, pour tout le reste, je m'attendais tellement à mieux, mais en même temps, bon, je l'ai vu arriver, donc... On continue avec les bons élèves et notamment Toulon, auteur d'une prestation XXXL qui est allé gagner aux Stormers. Bastaro leur avait organisé un truc super où ils allaient avec la fondation Siak Colissi, avec un mini safari, etc. C'est peut-être pour eux, pour Toulon, le début du tournant dans leur histoire et dans leur aventure. Gabin Villiers qui a été énorme sur le match. Au-delà de ses essais et tout, en fait, c'est sur l'état d'esprit. Ça me fait très plaisir pour lui parce qu'il a été beaucoup décrié après le match contre les Blacks cet automne en disant oh, c'est sa première mi-temps, elle n'est pas terrible, etc. Il a beaucoup souffert, je pense, de la comparaison avec Louis Bielbiarré. Et là, il te sort un match énorme contre l'Argentine, une très belle pour moi, c'est un très beau match contre les Blacks. Et là, une prestation mais qui est juste énorme. Et c'est ce que nous dit son entraîneur, Pierre Mignoni. Quand il est comme ça, il emmène tout le monde avec lui. Et en fait, c'est un leader. C'est un chien de la casse, c'est un leader. L'autre équipe de la poule, c'est le Racing qui a pris 4 points contre les Harlequins avec le petit Smith à l'ouverture. Bon, alors c'est pas non plus le plus beau match, mais les conditions étaient catastrophiques et ils ont joué sur un champ de patates. En revanche, je ne sais pas si c'est qu'une impression, mais j'ai eu ce sentiment qu'il y avait un déclic chez le Racing. Alors je m'explique, c'est assez difficile à dire. Dans la façon de jouer, le mindset, leur état d'esprit, j'ai l'impression que sur les duels, ils ont réussi à beaucoup plus sortir du frontal, même si c'était sur un terrain gras, et à surtout alterner énormément entre ce système de jeu structuré et déstructuré avec beaucoup de vitesse. Alors oui, il y a eu beaucoup de fautes de main aussi, puisque quand tu joues sur un terrain gras avec beaucoup de pluie et que tu tentes beaucoup de choses, tu fais des fautes de main, mais ça c'est comme les All Blacks. Soit tu joues comme l'équipe de France et tu vois pas la balle, ou soit tu essayes de mettre la main sur le ballon. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu cette bascule qui s'est opérée. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que c'était circonstanciel parce qu'ils se sont fait démolir aussi dans la presse et par leurs entraîneurs? Parce que leurs entraîneurs, avec les récentes prestations, ils ont dit, mais en fait, c'est pas normal que le Racing, on ait des prestations comme ça. Et ouais, Michalak, Dimitri, etc., ils n'ont pas mâché leurs mots dans la presse
concernant leurs joueurs, mais au bout d'un moment, ils les ont mis face à leurs responsabilités. Donc, est-ce qu'on va commencer à avoir en fait ce jeu bien léché que prône Stuart Lancaster, qui sera peut-être pas aussi structuré que ce qu'il avait au Leinster, mais qui sera, parce qu'il faut le temps aussi qu'il prenne ses marques en top 14, etc., mais qui sera une alternance entre ce jeu ultra structuré qu'il y avait au Leinster et un jeu plus déstructuré. Moi, c'est l'impression que j'ai commencé à avoir sur ce match. Alors, on va voir si c'était circonstanciel ou pas. On passe du côté des mauvais élèves avec le Stade français qui a pris une belle doudoune. Alors, j'avais quand même l'impression qu'ils avaient fait l'impasse en allant au Munster. Ils sont partis avec une partie de leurs jeunes et ils ont pris ce qu'ils méritaient, 33-7. Mais surtout, ils ont pris 2 cartons rouges. Avec le premier qui peut-être est discutable parce que ça se baisse et ça vient impacter, ok, ça je te l'accorde, contact à la tête. Mais le deuxième, en fait, c'est une hérésie. T'as pas le droit de faire des prises de catch comme ça. Franchement, moi je trouve ça abusé d'avoir des tests, des gestes comme ça sur le terrain à l'heure actuelle. Et Castres, eux, ils sont allés à Northampton pour faire du surf, je pense. Ils se sont fait ouvrir et je vous avoue que j'ai même pas vu le match. Comme je le dis souvent sur cette chaîne, c'est les partenaires et les collaborations qui me permettent d'avancer et de produire des vidéos. J'en ai une sur la dernière vidéo qui est vraiment sympa en fait. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à regarder MyHeritage. C'est mon dernier partenaire sur lequel tu peux retracer ton arbre généalogique. Franchement, c'est vraiment bluffant. Je suis remonté jusqu'en 1690 et c'est énorme. Tu découvres ta famille en fait. Il y a des pièces historiques, tu retrouves des actes de naissance, des actes de baptême, etc. C'est gratuit, tu as 14 jours gratuits avec le lien en plus. Allez-y parce que moi ça me donne de la force et c'est ça qui va me permettre de produire aussi, de continuer à produire pendant le tournoi Destination. Je vous ai prévenu, il va y avoir pas mal de vidéos qui vont sortir. M'en voulez pas parce que j'aurai sûrement pas la même tête. C'est des vidéos qui datent d'il y a un petit peu plus de temps. Ça sera pas le même décor. Et puis, on se revoit sûrement demain pour le petit marathon de vidéos. Topette l'ami!